Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. Nous n'avons jamais eu autant d'animaux domestiques en notre compagnie. La France en compte 63 millions et il compte nos petits toutous. Le confinement l'a plus que prouvé. Comment explique-t-on le boom des animaux domestiques? On en parle dans quelques instants avec mes invités. Mais comme chaque jour, nous partons retrouver notre cher Evan. Evan qui est à Fougères ce matin. Salut Evan. Salut Anne Fontet et bonjour à vous à la maison, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce matin, je vous emmène dans la plus fun des salles de cours de la Terre. Nous sommes dans une école qui forme les futurs praticiens en bien-être et spa. C'est à Fougères, c'est une formation unique en France. Vous allez découvrir que le bien-être, c'est pas uniquement se faire masser. On va en parler avec la formatrice Sophie. Salut Sophie. Bonjour. Et puis toute la promotion qui est là et qui va partager avec nous votre passion. Alors déjà, avant de commencer, le bien-être, ça commence par la médecine chinoise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors nous, en tout cas, ça commence par la médecine traditionnelle chinoise. C'est ce qu'on enseigne aux élèves dans la première journée. Ok. Donc on part en fait sur les explications de comment finalement est arrivée cette médecine traditionnelle. Autour de 5 éléments qu'on voit là. Alors on démarre d'abord par toute l'histoire, c'est-à-dire comment ils en sont arrivés finalement à mettre ce tableau en place, c'est-à-dire à positionner cette théorie des 5 éléments. Donc on parle effectivement de toute l'histoire, de comment ils ont observé la nature et comment en fait finalement c'est les fameuses énergies positives et négatives qu'on appelle le yang et le yin. En fait nous subissons ces énergies en fait quotidiennement. Et ça c'est scientifique, donc, c'est pas... C'est complètement scientifique, on n'est pas du tout perché dans ce qu'on fait, on utilise tout simplement ce que la nature nous offre. Et donc, on peut déterminer si votre client, ou je ne sais pas comment vous l'appelez... Oui, notre client, client est plutôt feu, terre, bois, eau. Alors, on va faire un diagnostic en direct. Ah non, on ne dit pas diagnostic. Non, on dit bilan, parce que nous ne sommes pas des médecins. Et oui. Donc, nous n'avons pas le droit d'utiliser des termes qui sont plutôt en fait alliés au médical. Alors, ce n'est pas un bilan qu'on fait en claquant des doigts. On a préparé ça tout à l'heure. Oui. Donc, tout à l'heure, j'ai enlevé mon masque comme ça, en restant bien à distance. Et tu as pu déceler que j'étais plutôt... Donc, on a fait ça avec tous les élèves, effectivement, pour leur faire un exercice aussi. Donc, effectivement, on a un petit peu de terre au niveau de ton visage. Ah bon? De la boue? Il y a un petit peu de terre qui est restée avec tous tes voyages. Et donc, du coup, effectivement, il y a aussi un petit peu de feu et... On aurait un petit peu d'eau aussi. Bon, alors après, effectivement, quand on connaît un petit peu le parcours professionnel ou personnel des gens, ça nous permet aussi d'avoir des éléments en plus. Bon, alors, on va s'avancer un petit peu. Ce que tu ne dis pas, et tu es gentil, c'est que si je suis un peu haut, c'est parce que j'ai des poches sous les yeux. Voilà. Alors, la première étape, ça va être une sorte de bilan. Reconnaissance, de bilan, comme on peut voir ici. Je te laisse nous expliquer. Donc, en fait, au niveau de l'abdomen, tout du moins sur la méthode de Shizuto Masunaga, parce qu'il faut quand même savoir qu'on a autant de shiatsu qu'on a de maîtres. Donc nous, on utilise la méthode de Shizuto Masunaga. Et donc, on fait un bilan. C'est-à-dire qu'on a des zones réflexes au niveau de l'abdomen qui nous permettent en fait de déceler finalement quels sont les organes. Là, on peut parler d'organes finalement qui sont en déséquilibre. C'est-à-dire que soit il y a trop d'énergie, ça fonctionne trop, ou soit au contraire, on est plutôt en manque d'énergie. Certains sont équilibrés, donc ceux-là, très bien, on les laisse tranquillement continuer de s'équilibrer. Le but étant bien évidemment de tout rééquilibrer, puisque plus on est équilibré, plus nos organes sont finalement bien irrigués, bien nourris et fonctionnent bien, et ça permet de faire de la prévention. Et donc suite à ça, on va faire un massage shiatsu, mais ça on le verra tout à l'heure maintenant, puisque notre temps est déjà écoulé. Et en tout cas, moi ce que je retiens, c'est que j'ai des poches sous les yeux, donc on va essayer de faire un bilan pour que ça s'efface d'ici la fin de l'émission. À toi, Anne Fontet. Bonne séance, Evan, à tout à l'heure. Notre dossier du jour est consacré à nos chers animaux. Un foyer sur 2 en France possède au moins un animal de compagnie. Et vous allez le voir, ils occupent une place de plus en plus importante dans nos vies. En ayant adopté Médor, le deuxième confinement s'est bien mieux passé que le premier. Nous, heureusement qu'on avait Gribouille. On redoutait cet été une augmentation des abandons d'animaux de compagnie. C'est l'inverse qui s'est produit. Depuis la fin du premier confinement, l'adoption d'animaux domestiques a connu un véritable engouement. C'est vrai pour les éleveurs comme pour les refuges.
Fin septembre, en un week-end, la SPA a enregistré 1200 adoptions, soit plus du tiers de ce que l'organisation observe d'habitude en un mois. Première explication, chiens, chats, lapins ou hamsters sont les meilleurs compagnons du confinement. 84% des propriétaires d'animaux de compagnie affirment avoir bien supporté le confinement contre 78% pour ceux qui en sont dépourvus. Deuxième explication, empêchés d'adopter au plus fort de la crise sanitaire, les Français se sont rattrapés les mois suivants. Et dernière explication, la période des abandons se concentre au moment des vacances d'été. Or, cette année, 34% des Français ont annulé ou écourté leur congé d'été. Espérons que les heureux maîtres de Gribouille et Médor ne leur donneront pas congé l'été prochain. Et on l'espère aussi. Nos invités ce matin, Bérangère Louis, vous êtes vétérinaire, bonjour. Bonjour. Laetitia Van Vedevelt, j'ai bien prononcé, vous êtes éducatrice canin et comportementaliste. Jean-François Legueule, vous êtes le délégué général de la fondation très célèbre 30 millions d'amis. Et Marie-Rose Le Guern, on parlera prévention et sécurité routière à la fin de l'émission avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors on vient de le voir, les chats détiennent toujours le palmarès après les chiens. Et d'ailleurs les Français dépensent en moyenne chaque année 584 € pour leur chien et 429 € pour leur chat. Bérangère Louis, j'ai envie de vous poser cette question-là. Est-ce que vous croisez de plus en plus d'animaux atypiques ? Oui, tout à fait. Depuis une dizaine d'années, on a un boom justement aussi sur les espèces qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça passe... Premièrement, le premier NAC, je pense, c'est le lapin, qui a une part importante sur le marché aujourd'hui. Et on peut avoir aussi des espèces inhabituelles, comme les serpents, les tortues, les furets, les perroquets, qui font partie maintenant également des animaux de compagnie. Vous me parliez aussi beaucoup des rongeurs qui font aussi... Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que les rongeurs, on a plus de 3,5 millions de rongeurs adoptés en animaux de compagnie chaque année. Et ça veut dire aussi des chirurgies improbables sur des animaux improbables aussi. Voilà, tout à fait. On a le docteur Delandoy qui a opéré l'année dernière un raton laveur, du coup stérilisé un raton laveur. Donc tout est possible. Alors on entend souvent aussi que les chiens sont plus démonstratifs que les chats. Je ne vais pas y arriver ce matin. Laetitia, en tant qu'éducatrice canin, vous confirmez de manière subjective, évidemment. Voilà, chaque humain après voit les choses de son point de vue et c'est surtout ce qui va orienter son point de vue, je pense, c'est sa manière, ce qu'il recherche aussi chez le chien, à quel besoin finalement le chien répond, donc en termes de compagnie, d'affection. Le chat, c'est vrai, peut aussi montrer énormément d'affection, mais a plus un côté indépendant, on partage un peu plus d'activité peut-être avec son chien. Et justement, en quoi consiste votre métier ? Alors... Donc moi, je perçois mon métier de la manière suivante. En fait, dans un premier temps, c'est beaucoup d'analyse, l'analyse d'une situation, d'une problématique, de besoins. Après, on a la transmission, parce qu'il faut transmettre les explications, les conseils, la connaissance, les compétences. Et puis surtout l'accompagnement. Donc c'est de prendre en considération, d'être à l'écoute du chien, de l'humain, de pouvoir les guider, les motiver, en fonction de leur individualité. Alors Jean-François Legueule, la Fondation 30 millions d'amis se préoccupe depuis plus de 40 ans du bien-être de tous les animaux de compagnie. En 40 ans, qu'est-ce qui a fondamentalement changé sur cette question du bien-être animal selon vous ? Les choses ont beaucoup évolué depuis 40 ans, mais surtout depuis 6 ans. Et la reconnaissance par le Code civil de la qualité d'être vivant et sensible des animaux qui auparavant étaient considérés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme des meubles, des objets. Et le confinement par le Code civil des animaux dans la catégorie des meubles constituait, on va dire, un puissant petit verrouillage du débat juridique qui profitait à ceux qui les exploitent. Et lorsque vous inscrivez dans le Code civil que les animaux sont des êtres vivants,
sensible et non plus des meubles, vous imprégnez la société dans son entièreté et vous faites évoluer les mentalités. Et depuis cette date, on peut parler vraiment d'un tournant historique qui a mis fin à plus de 200 ans d'une vision archaïque de l'animal dans notre société, une vision cartésienne. Et depuis, la protection animale, le bien-être animal est devenu une vraie préoccupation des Français et de la société dans son en entière. Laetitia, vous partagez l'avis de Monsieur Complètement, Le Gall? complètement. On a encore des méthodes des méthodes dépassées, des méthodes classiques, dressage classique, mais de plus en plus, je pense qu'on prend conscience de l'émotionnel du chien, de l'animal. Et d'ailleurs, il y a aussi des avancées sur la vente en ligne qui sont arrivées récemment. Oui, tout à fait. L'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi, du coup, ce 29 janvier, axée principalement sur la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux de compagnie. Il y a eu effectivement une avancée sur les ventes en ligne qui seront réservées justement à des sites spécialisés, donc des refuges ou des éleveurs. On pourra plus vendre notre animal sur le Bon Coin, par exemple. Voilà, tout à fait. Et en plus de ça, ça y est, la loi maintenant va passer pour arrêter la vente de chiens et de chats en animalerie, donc pour 2024. Et donc ça, c'est une grande avancée, effectivement, pour le bien-être animal. Alors, comme le disait tout à l'heure Jean-François Le Gall, beaucoup ont apprécié la compagnie de leurs animaux pendant le confinement, voire mesuré la chance qu'ils avaient. Je vous propose d'écouter ce témoignage de Stéphanie. Être en télétravail à la maison avec mon chat, c'est vraiment positif. Déjà, forcément, je me sens moins seule. N'ayant pas les collègues, j'ai mon petit chat toute la journée. Je peux le regarder quand il dort, quand je travaille. Je peux faire des petites pauses pour jouer un petit peu avec lui ou lui faire des câlins quand il a envie. Donc, c'est vraiment un bonheur et une chance. Alors, la crise sanitaire que nous traversons a-t-elle vraiment déjoué les abandons? Est-ce qu'il y en a eu moins, Jean-François Le Gall? C'est difficile, on va dire, à donner des statistiques précises étant donné qu'on n'en a pas, surtout sur l'année 2020. Alors oui, les Français ne sont pas partis en vacances, donc on sait qu'il y a à peu près au moins 100 000 abandons par an, dont 60 000 durant l'été. Donc avec l'impossibilité de partir en vacances, évidemment, ça a réduit les abandons. Le problème, c'est que le confinement avait aussi réduit les adoptions parce qu'on ne pouvait pas se déplacer dans les refuges pour pouvoir adopter. Il a fallu que la Fondation Trente-Ton-Ami et d'autres organisations montent au créneau pour que le gouvernement accepte de donner des dérogations à des personnes pour qu'elles puissent se déplacer dans des refuges et adopter des animaux, parce que les refuges étaient dans une situation très compliquée, c'est-à-dire que les refuges sont surchargés, il y a beaucoup d'animaux abandonnés. Durant le confinement, il y avait des animaux qui étaient recueillis en fourrière. Au bout de 8 jours en fourrière, si l'animal n'est pas récupéré, soit il est confié à un refuge, mais étant donné qu'ils ne pouvaient pas faire adopter leurs animaux, ils ne pouvaient pas les prendre en charge. Et s'il n'est pas confié à un refuge, un animal, il est euthanasié. Donc c'était une situation très compliquée. Heureusement, le gouvernement a su réagir, a pris des mesures pour permettre l'adoption de ces animaux et conjugué au fait que les Français sont moins partis en vacances. Effectivement, on a peut-être eu sur 2020 une réduction des abandons, mais il faut rester vigilant, notamment quand j'entends qu'on légifère en ce moment sur la vente d'animaux en animalerie et par petites annonces. Je voudrais tempérer un petit peu les propos qui ont été dits parce que c'est une véritable avancée, l'interdiction de vente en animalerie des chiens et des chats, mais on va toujours pouvoir continuer à vendre des NAC. Donc nous, on espère que dans le texte qui est aujourd'hui actuellement... Il faut aller plus loin, selon vous, si je comprends bien. Devant les parlementaires, tous les animaux soient interdits dans les animaleries et les petites annonces de les réserver aux professionnels, je pense que c'est pas une bonne idée parce que je crois que le message est entendu. Les trafiquants trouveront toujours un moyen de se faire passer pour des professionnels et d'obtenir ce numéro SIRET. C'est entendu, Monsieur Le Gall. Il faut qu'on avance, je suis désolée. Bérangère, lui, petite question. Est-ce que vous avez constaté des bienfaits, les réels bienfaits des animaux? Pendant le confinement, oui. Alors oui, effectivement, la présence des propriétaires à la maison, il y a eu des bienfaits, mais également aussi des périodes de stress parce que sur les chiens et les chats notamment, on a vu aussi une surstimulation justement, notamment sur les chats et beaucoup de comportements de stress qui sont aussi développés.
Aussi, quand les gens ont commencé à reprendre le travail, du coup, ça a changé le mode de vie du chat qui s'était habitué à la présence de son propriétaire à la maison. Et quand les personnes ont dû retravailler, forcément, oui, ça a causé pas mal de stress pour les chats, notamment. Et justement, Laetitia, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont venues vous consulter pendant et après le confinement sur ces questions-là. Sur la question de la malpropreté, de l'anxiété de séparation ou du manque de socialisation des jeunes chiens. Après, vraiment, toutes ces problématiques-là, on les connaît déjà. Elles existaient déjà. Elles existaient déjà. Elles ont juste été exacerbées par la situation. Mais voilà, j'ai envie de dire que quand on comprend et quand on a le bon mode opératoire, la situation va pas forcément impacter ces problèmes-là. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la solitude, on la travaille déjà quand on est présent. Donc, quand on a les billes, les bonnes connaissances, c'est pas faut pas être fataliste sur la situation. On peut travailler différemment. Alors, ce sont des propos que vous devez entendre. Certains propriétaires vont aujourd'hui jusqu'à dire que leur animal domestique fait partie de la famille. C'est une bonne chose ou est-ce qu'il faut poser des limites ? Alors moi, je trouve que c'est une excellente chose parce que ça prouve le lien d'attachement à son chien. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui, avant que le chien arrive ou quelques semaines après son arrivée, veulent faire les choses correctement, veulent comprendre, veulent vraiment s'impliquer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Par contre, effectivement, ça va aussi mettre énormément de pression sur le chien, qui doit répondre aux exigences, aux fantasmes de leur propriétaire. Comme une personne qui va demander que son chiot de 2-3 mois ait déjà l'acquisition de la propreté, ou que son chien il accepte toutes les situations sans broncher. Donc moi, je suis là aussi pour ramener de la réalité et du respect, en fait, au cœur des préoccupations de la famille. Et en tant que vétérinaire, quelle place doivent avoir les animaux dans notre vie ? Il y a des limites ou pas à cette question ? Alors, la limite, c'est justement d'arriver à faire la distinction entre l'animal et surtout les enfants aussi, avec l'affectif avec les enfants. Après, c'est vrai que l'affectif a un point vraiment très important dans notre société aujourd'hui, beaucoup plus que le financier. Maintenant, les animaux de compagnie ont vraiment une part entière dans la famille. Et ça c'est vraiment bien que le bien-être animal, justement, soit au cœur des préoccupations. Et de pouvoir effectivement améliorer les choses, oui, tout à fait. Il nous reste une petite minute. Nos amis les bêtes sont aussi devenus malgré eux des stars sur les réseaux sociaux. Comment vous voyez un petit peu cet engouement que peuvent avoir les animaux sur la toile ? Je pense que si ça peut effectivement faire évoluer les choses en matière de bien-être, pourquoi pas. Après, oui, effectivement, il faudrait qu'il y ait quand même certaines limites. Certaines limites. Laetitia, un dernier mot ? Oui, je pense que vraiment la priorité, ce serait d'aider son animal à se sentir bien dans le quotidien. Donc, c'est de pouvoir lire son chien, de déterminer s'il est en stress ou s'il vit bien la situation et du coup éviter... L'écouter surtout, c'est ça ce Voilà, l'écouter, éviter de l'exhiber comme une chose. Merci beaucoup. Merci Jean-François Legueule d'avoir été avec nous à distance. Je vous propose d'aller retrouver Evan qui s'est rendu à la fac des métiers à Fougères ce matin. La fac des métiers Anne Fantet où on forme les futurs praticiens et praticiennes en spa et bien-être. Alors il y a plus de praticiennes que de praticiens ce matin, mais ce n'est pas le cas tout le temps, Sophie. Non, ce n'est pas le cas tout le temps. On a un groupe sur lequel on a 2 garçons. Et donc du coup, effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Et au contraire, il nous faut des garçons parce que c'est une autre dimension. Le message est passé tout à l'heure. On vous donnera toutes les infos si c'est une formation qui vous intéresse. Mais avant, on va reparler de vos techniques. On parlait de shiatsu. Hors antenne, tu m'as fait un bilan de dingue puisque tu as réussi à m'analyser juste en me regardant. C'est quand même dingue. Je vous dirai pas tout. Faudra venir voir l'équipe. Qu'est-ce qui se passe sur cette table-là ? On parlera de ce qui se passe derrière nous tout à l'heure. Mais en attendant... Alors, tout à l'heure, on a vu qu'on a fait un bilan pour savoir en fait quels étaient les déséquilibres. Et bien là, maintenant, on va venir justement travailler sur ces déséquilibres, faire en sorte que rééquilibrer le corps sur les zones qui sont déséquilibrées. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la décontraction. Et donc on vient se poser sur chacune des zones sur lesquelles on s'est posé.
Et puis, on vient soit redonner de l'énergie, soit au contraire apaiser. Bon alors, Amandine, salut déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivée à faire cette formation Spa Bien-être? Alors du coup, moi j'ai un bac pro secrétariat, donc j'ai ensuite beaucoup travaillé dans le commerce et par la suite j'ai passé mon CAP esthétique et c'est vraiment à partir de là où je me suis rendu compte que le bien-être me plaisait et m'intéressait. Le bien-être, c'est la vie quoi. Voilà. C'est pas réservé qu'aux personnes âgées en fait. Hein. Pas du tout. Tu dors? Oui. Elle est géniale cette formation. Merci Amandine. Alors, on va passer sur cette table-là. Maintenant, qu'est-ce que ça, c'est plus du tout le même principe de massage. Non, je viens avec toi. Donc en fait, là, on est sur un massage thaïlandais qui est huilé, ce fois-ci, parce qu'il se fait aussi au sol, mais c'est un petit peu différent. Donc c'est un massage qui est très profond, qui est assez dynamique et du coup qui redonne de la vitalité. Globalement, et en même temps, on mobilise beaucoup les articulations aussi, donc on vient étirer pour remettre de l'énergie tout simplement dans le corps pour que ça circule mieux. Mais ça fait pas mal d'avoir quelqu'un qui... Mais pas du tout. Et comment vous faites pour bien activer les zones sans faire mal? Tout simplement, déjà, on travaille avec la respiration de la personne, c'est essentiel. Et puis, bien évidemment, on est à l'écoute du corps, donc quand on sent que le corps ne peut pas en fait, supporter plus de pression, dans ces cas-là, le but, en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute. C'est notre métier aussi, c'est d'être à l'écoute et de s'adapter à chaque personne. Bon, alors Mélanie, je vais venir te déranger en plein massage. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton projet professionnel? Alors moi, je vais devenir socio-esthéticienne, du coup, mêler en fait l'esthétique. Du coup, je passe un CAP esthétique, dont le massage qui m'intéresse énormément. Du coup, c'est pour ça que je fais cette formation. Et après, devenir socio-esthéticienne pour vraiment en fait développer le massage en fait dans ce monde du social qui, je pense... et un grand manque de bien-être. Et tu avais déjà une formation dans le social avant? Oui, j'ai fait des études en santé sociale à la base et au final, passionnée par le massage, en fait, j'ai tout lâché et je me suis orientée vers ce domaine. Et donc, le but, ça va être de travailler avec quel type de public? Alors moi, j'aimerais énormément travailler beaucoup dans les réémissions de cancer, en fait, vraiment me développer dans les hôpitaux. Ce serait vraiment par passion, en fait, que j'aimerais aller vers ce public, mais je pense vraiment que tous les publics en ont terriblement besoin. Oui, ça c'est clair. Bon, je te laisse continuer. Je pense que ta collègue en a aussi terriblement besoin. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer à découvrir cet univers du spa, du bien-être. On vous donnera aussi toutes les clés si vous voulez participer à ces formations. Il y a d'ailleurs une session d'information le 13 février. Toutes les infos, c'est dans quelques minutes. Puis je vais peut-être essayer de trouver un moyen pour que je devienne cobaye aussi, ce serait pas mal. À toi, Anne Fanté. C'est pas mal, allez, tout à l'heure. Evan, place maintenant à notre volet emploi. Ce matin, on fait découvrir les coulisses d'un métier. Immersion aujourd'hui dans le quotidien de Sidi. Il est surveillant pénitentiaire. Regardez. Monsieur, bonjour. Comment vous allez? Ça va, en forme? Vous êtes lève-tôt aujourd'hui, dis donc. J'ai 42 ans. Je suis surveillant pénitentiaire depuis bientôt 2 ans. J'ai une expérience dans le journalisme, mais en 2019, en fait, j'ai décidé de passer le concours de surveillant après avoir fait l'ENAP, qui est l'École nationale d'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen. Là, c'est l'effectif total. Le nombre de détenus que j'ai, 51 sur 51. Leur nom, ça c'est le tableau. Ce tableau, on doit toujours le mettre à jour. Donc on va faire vite pour faire l'appel, pour le donner à temps. Le surveillant, c'est un métier qui n'a pas, en tout cas, bonne image au niveau de la société. Beaucoup de personnes ne connaissent pas, donc c'est normal d'avoir des préjugés, de juger sans connaître. Nous avons 3 missions. Sécurité publique, prévention de la récidive, insertion, réinsertion. C'est un métier humain parce que ces personnes, certes, ils ont fait, entre guillemets, une faute par rapport à la société. Et le but aussi, c'est de leur permettre, encore une fois, de se réinsérer dans la société demain. Oui, j'écoute, combien d'heures? Vous avez reçu mon effectif 51 sur 51. J'ai reçu 51 sur 51, combien d'heures? Merci. Quand un détenu a droit de quelque chose, il faut donner son droit. Il ne faut pas être méchant inutilement. Il faut être gentil et en même temps, quand il faut être ferme, il faut être ferme. Donc il faut trouver le juste milieu. Pas de bras, pas de chocolat. Vous ne connaissez pas? Ah, vous ne connaissez pas ça, la réplique. Contrairement maintenant à certains services publics, nous, c'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Toi, tu peux être surveillant, faire bien ton travail, mais personne n'est à l'abri d'un accident ou d'une agression. Il faut être vigilant, respecter les mesures de sécurité, les consignes. On ne demande pas d'être Rambo ou Zorro. Hein. Quand il y a un problème, on explique calmement à la personne détenue, on essaie de l'expliquer. Si on voit qu'il n'y a rien à faire, vous appelez des renforts, vous demandez aux gradés ou d'autres personnes de monter.
Le fait vraiment de participer d'une manière ou d'une autre au bon fonctionnement de la justice peut être vu comme en tout cas une fierté pour bon nombre de collègues. C'est une fierté de voir ces gens-là venir faire leur peine et ressortir et retrouver leur famille, faire leur travail convenablement. Ça me rappelle aussi cette phrase de Nelson Mandela. Personne ne peut prétendre connaître vraiment une nation à moins d'avoir vu l'intérieur de ses prisons. C'est le portrait de Sidi, surveillant pénitentiaire. Pour celles et ceux que le métier intéresse, on va plus loin aujourd'hui avec Laetitia Duré. Bonjour Laetitia, vous êtes conseillère Pôle emploi à Saint-Malo. Alors le métier de surveillant pénitentiaire est un métier difficile. Sidi disait même qu'il n'a pas bonne image. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ses missions ? Oui, il est plutôt déprécié. En fait, il doit jongler entre le fait d'être là pour assurer la sécurité, le maintien de la peine, donc il doit faire preuve d'autorité, il y a un rapport de force qui s'instaure, il a un code de déontologie à respecter, des règles à instaurer, et puis d'un autre côté, il est là en accompagnateur. Au quotidien, il est auprès des détenus, c'est le relais, l'interface par rapport à la famille, la hiérarchie, l'administration, qui doit jongler entre ces deux rapports avec pour objectif principal d'instaurer le respect, la confiance, et il doit surtout être bienveillant, avoir une bonne condition physique et un bon équilibre psychologique. Il y a beaucoup de tensions verbales, physiques, donc il faut être bien armé. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer le métier ? Alors, c'est un métier de la fonction publique, donc on doit passer un concours. Et donc, ce concours, vous avez une partie écrite, une partie orale, une partie sportive. Donc, vous passez, pour prétendre le passage pour le concours, il vous faut être âgé entre 18 et 45 ans, avoir au minimum le brevet des collèges, avoir un casier judiciaire vierge, ne pas être déchu de ses droits civiques, de nationalité française et certaines particularités pour la condition physique comme la taille, la vue, etc. Et ensuite, vous partez en formation 6 mois, comme le disait Sidi, dans une école à Agen, qui est en alternance. Et après cette formation, vous pouvez être dispatché dans un des 187 établissements de France. Et c'est un secteur qui peine à recruter aujourd'hui. C'est difficile. Alors, il y a des mesures incitatives, par exemple... L'État recrute en ce moment beaucoup, entre 850 et 1500 recrutements sont prévus d'ici 2022. Et puis il y a des mesures incitatives. Si vous vous engagez à travailler 6 ans au même endroit, vous avez une prime de 8 000 € qui peut être proposée. Merci beaucoup Laetitia pour toutes ces précisions. On va parler maintenant d'un sujet qui coûte la vie à des milliers de Français chaque année, les accidents de la route. Et les jeunes sont en première ligne. Dans notre boîte à idées ce matin, on vous propose de faire de la prévention routière. Regardez. Il y a trop de jeunes qui ont des accidents de la route. Oui, on devrait faire quelque chose. Plus de 2 jeunes sur 3 font des excès de vitesse. Résultat, les accidents de la route sont la première cause de mortalité des 18-24 ans. Si vous voulez agir pour sensibiliser et former les jeunes aux principes de la sécurité routière, rejoignez une association. De multiples missions vous attendent. Par exemple, à l'association Prévention routière, vous pourrez informer sur différents sujets comme le risque lié à la consommation d'alcool, de stupéfiants ou aux distracteurs tels que le téléphone portable, sensibiliser aux risques dans le cadre d'ateliers interactifs, animer des séances favorisant la prise en compte de l'autre, une attention indispensable au volant. Dorcas Strater est bénévole à l'association Prévention routière depuis 2 ans et se souvient d'une action de sensibilisation auprès de jeunes. J'ai réalisé une animation au niveau de l'alcoolémie. Donc c'est un tapis alcool qui est un outil propre à la prévention routière. Et ce tapis alcool permet de montrer les effets que produit l'alcool au niveau du comportement. Alors évidemment, ça fait rire énormément les jeunes, mais en même temps, ça permet de prendre conscience que c'est pas compatible au niveau de la conduite d'un deux roues ou évidemment par rapport aux parents qui peuvent conduire ce danger qu'est l'alcool. Et donc là, c'était franchement visible. Engagez-vous pour sensibiliser les jeunes aux principes de la prévention routière. Les bons réflexes, ça s'apprend. Et surtout, ça sauve des vies. Et c'est votre combat, Marie-Rose Leguerne. Vous êtes mobilisée avec votre mari depuis 2006 sur ce combat. Vous avez créé l'association Mélodie, les clés pour la vie. Alors Mélodie, c'est votre fille qui a perdu la vie dans un accident en 2005. C'est ce drame qui a été à l'origine de votre mobilisation ?
Oui, ça a été comme un instinct en fait. Alors pas tout de suite évidemment, mais au bout d'un an environ, lorsqu'on s'est un petit peu relevé, lorsqu'on a relevé la tête, voilà, ça a été un instinct de faire en sorte que ça n'arrive plus parce que c'était quelque chose qui pour nous était évitable. Là, en l'occurrence, le conducteur avait bu. Bon, ça peut être également les stupes, ça peut être des tas de choses. Bien souvent, c'est l'alcool. Et là, après s'être posé de multiples questions, pour nous, c'était une évidence qu'on pouvait faire quelque chose auprès des jeunes. Allez continuer le combat. C'est ça. Alors, depuis 2006, vous n'avez cessé de sensibiliser, rencontrer ces lycéens. Comment vous faites pour leur faire prendre conscience de ces dangers ? Alors là, j'entendais parler de tapis. Oui, effectivement, nous avons des tapis de prévention. Mais pour nous, là, ce n'est qu'un complément. En fait, on agit davantage sur l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on mène des conférences qui durent environ 1 heure. Alors, sans tabou, mais surtout sans morale. C'est-à-dire qu'on leur explique bien que, voilà, nous, on leur apporte quelque chose, on leur apporte un témoignage, malheureusement. Mais le week-end suivant, on ne sera pas dans leur voiture. On ne sera pas là pour contrôler en fait leurs agissements. Voilà. Donc, on a une petite chose en fait qu'on a fait faire. Ce sont des bracelets en silicone de l'association. Donc, au terme de la conférence, on leur propose de prendre un bracelet s'ils s'engagent moralement avec nous, mais surtout avec eux finalement, à ne plus faire l'imbécile au volant, en quelque sorte, c'est-à-dire à ne plus conduire alcoolisé ou sous stup. Donc on leur pose les bracelets, on leur dit voilà, c'est un contrat moral, mais c'est aussi de l'honnêteté, c'est-à-dire vous prenez le bracelet si vous vous engagez. Si vous ne vous sentez pas en fait la force de vous engager dans ce combat, vous ne prenez pas le bracelet. Et il y en a qui reviennent vous voir d'ailleurs pour vous dire on pense souvent à vous. C'est ça, tout à fait. Parfois, on est présent sur des stands festifs et pour faire de la prévention. Et parfois, on a des jeunes qui viennent nous voir des années plus tard en nous disant voilà, j'ai toujours votre bracelet. Enfin, où il est resté dans la voiture en tout cas. Et quand je monte dans ma voiture, je pense à vous. Parce que encore une fois, on joue sur. Le beau n'est pas beau, mais on présente une situation qui est réelle et ça, ils le sentent. C'est pas un clip, c'est pas une fiction, c'est notre histoire. Voilà. Et avec le recul, ça fait 15 ans que vous êtes mobilisés sur cette question. Est-ce qu'on avance bien sur cette question de la prévention routière ou est-ce qu'il y a encore des chantiers à mener ? On avance peu, en fait. Parce que alors, la prévention, c'est très important. Ce qu'à nous, on ne pourra plus en faire durant 20 ans. Hein. Et puis, on n'est pas très nombreux, en fait, sur le territoire à faire de la prévention de cette manière-là, qui, sans prétention, à mon sens, est utile. Je pense aussi que ça passe par la sanction. Ça peut paraître un peu dur de le dire de cette façon-là, mais si on ne sanctionne pas de façon forte, et alors là, quand je parle de sanction, je ne parle pas de prison, parce que de toute manière, plus personne ne va en prison pour les délits routiers maintenant. Là, je parle financièrement. Donc, on dit depuis des années, il faut taper au portefeuille finalement. On l'a bien vu, c'est totalement différent, mais durant la période durant le Covid, qu'est-ce qui fait que les gens... Qui oblige les gens à mettre des masques, c'est l'amende de 135 euros. Tout à fait. Donc, nous, on pense en fait à des amendes vraiment dissuasives, mais de vraies amendes dissuasives. Alors, peut-être en fonction des revenus, c'est tout à fait possible, compte tenu comment dirais-je, des ressources de chacun. Tout à fait, voilà. Et c'est tout à fait possible de mettre une amende, je ne sais pas, on peut imaginer vraiment, je ne sais pas, 500 euros, voilà. En tout cas, pour vous, c'est une piste qu'il faut envisager. Oui, et on ne passe pas par la case tribunal, on ne va pas engorger les tribunaux, et puis voilà, on ne croit plus qu'à ça, finalement. Alors, autre volet sur lequel vous êtes engagé aussi, c'est l'aide aux victimes, et vous me disiez... que c'était important aussi de travailler sur tout ce qui était l'annonce aussi. Alors quand on est confronté à un décès d'un proche, il y a beaucoup de travail à faire aussi. Alors ça, c'est quelque chose de capital. En fait, l'État travaille un petit peu sur ce sujet, mais je pense que ça a été un petit peu mis en suspens. Nous, on le savait déjà, mais on a fait faire un sondage sur une centaine de familles pour démontrer en fait aux autorités que vraiment...
en ce qui concerne l'annonce et même les jours qui suivent, c'est quelque chose de catastrophique. On a fait sur une centaine de familles, on va dire que 98 avait une expérience pire que catastrophique. Enfin, c'est quelque chose de choquant. Et quand on sait que par la suite, lorsque les gens sont suivis forcément par des psys, la première question qui est posée, c'est comment vous a été faite l'annonce. Je pense que c'est pas pour rien. Il y a du travail aussi. Il y a un travail énorme à faire, un suivi. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, vous nous sensibilisez sur la question. Oui. Merci beaucoup Marie-Rose Le Guen. Désolée, notre temps est écoulé. Merci pour votre témoignage et votre engagement. On retrouve à présent Evan à Fougères, qui est aujourd'hui à la Fac des métiers. Oh là là, la semaine commence vraiment d'une manière très difficile. Bon, plus sérieusement, ici, on forme les futurs praticiens et praticiennes en bien-être et en spa à Fougères. Et aussi, vous cherchez des cobayes pour vos examens. Sophie, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Oui, alors en général, effectivement, les élèves ont comme modèle en fait, des personnes qu'ils ne connaissent pas, puisque ces personnes vont les noter aussi sur leurs prestations. En revanche, avec la Covid, c'est assez particulier. Donc, en fait, on saura ça avec le temps, comment ça se passe. C'est impressionnant, mais je peux vous dire que ça fait du bien. Même si, en théorie, je ne devrais pas être dans cette position-là. Ce que j'ai vraiment l'impression, depuis qu'on est arrivé ce matin, c'est que ici, vous faites des massages, évidemment, mais il y a vraiment un vrai rôle de conseil autour de ça. Et c'est vraiment ce qui fait la force de la formation. Tout à fait. Ce qu'on nous enseigne ici, c'est effectivement le fameux bilan que l'on fait sur les personnes pour connaître en fait leur dysfonctionnement. Le but, c'est d'apporter en fait à la fin du soin un vrai conseil. Que les gens repartent en sachant dans quel état réel ils sont, qu'ils puissent savoir quelles sont les choses qu'il faut qu'ils modifient dans leur quotidien et de savoir également quel est le prochain soin qui sera judicieux de faire pour faire perdurer en fait le massage qu'on vient de faire. Bon, Tiffany, je vais devoir me lever, je ne peux pas me faire masser pendant toute l'émission. Merci beaucoup. Merci aussi Sophie. De rien, merci à vous. On va aller, petite transition rapide, voir Virginie, pour vous donner envie et vous donner toutes les clés pour participer à cette formation. Donc on va se repositionner comme ça. Salut Virginie. Oui, bonjour Evan. Super zen grâce à toutes ces étudiantes. C'est parfait, j'en suis ravie. Comment fait-on pour intégrer cette formation en spa et bien-être ? C'est tout simple, il faut tout simplement aller sur le site de la Faculté des métiers, www.fac-métiers.fr. Vous allez sur ce site, vous inscrivez tout simplement sur la formation intervenant spa et bien-être, unique en son genre puisque nous la proposons en alternance sur le Grand Ouest. Elle dure combien de temps justement ? Alors notre formation dure 12 mois, elle démarre tous les ans au mois de novembre. C'est une semaine par mois à Fougères, ici dans les locaux de la Faculté des métiers à la Chambre de commerce et d'industrie Ille-et-Vilaine. Et après, 3 semaines en entreprise. Et 3 semaines exactement en entreprise. On peut se faire financer la formation, alors quand on est en apprentissage, c'est financé automatiquement, c'est ça ? Alors, en apprentissage, la formation est prise en charge par les OPCO des entreprises. Il est aussi possible de la financer par le biais en reconversion, excusez-moi. Donc, en reconversion, ça peut être pris en charge tout simplement par la région Bretagne pour les résidents en Bretagne. Mais aussi par le biais du CPF, exactement. Et alors, le 13 février est une grande journée puisque nous allons parler de notre formation par le biais de notre réunion collective sur le net. Donc, n'hésitez pas à venir nous consulter le 13 février pour parler tout simplement de notre formation intervenant bien. Et puis ça peut être un premier pas pour participer aux sélections et peut-être être dans la future promotion. Exactement. Et on le rappelle avec des garçons, puisque vous cherchez des garçons. Merci beaucoup Virginie, merci à toute l'équipe. Moi je repars pour mon massage taille Anne Fontet. Oh mince, on m'a piqué ma place. Mélanie, ah puis mon micro tombe. Je vais essayer de renégocier une place parce que c'était vraiment trop bien. Allez, à demain. Bon courage Eva, merci, à demain. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin d'Ensemble, c'est mieux. Merci de votre fidélité chaque jour à notre émission. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3.